Bonjour à tous. Donc du coup, la présentation, ça a été fait. Et donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la sérialisation. La sérialisation, on va peut-être déjà définir ce que ça veut dire. Basiquement, vous avez un objet qui est dans votre système d'information en PHP, et ça va être le fait de le transformer dans un état sous une string, par exemple, que vous allez pouvoir partager à travers votre réseau, dans votre base de données. Et surtout, ce qui est très important, c'est que vous allez être capable, à partir de l'état sérialisé, vous allez être capable de reconstruire votre objet avec toutes les informations qu'il y avait à l'intérieur. Donc, quand est-ce qu'on peut utiliser la sérialisation? Pour stocker, par exemple, dans votre base de données, des informations. Traditionnellement, on stocke dans une base de données relationnelle où on va bien mettre une colonne pour un champ, etc. De temps en temps, on va vouloir dénormaliser, en fait, notre entité, par exemple. Donc, on va pouvoir sérialiser une partie de notre entité, une partie de notre graphe d'objets, pour le mettre dans une colonne. La plupart du temps, ce que vous connaissez le plus, où on utilise le plus la sérialisation, c'est sur les API. On veut envoyer de l'information à notre serveur. Du coup, on va devoir représenter notre entité ou un autre objet, peu importe, avant de l'envoyer sur le réseau à un autre serveur. On utilise aussi la sérialisation, par exemple, dans le cas de messaging, si vous faites du RabbitMQ, MQP. La plupart du temps, on va vouloir sérialiser une partie de notre objet avant de l'envoyer. Et la dernière partie qui est un peu moins utilisée, de ce que j'ai pu voir, c'est par exemple, quand vous avez des structures de données qui sont très complexes et vous voulez faire des tests dessus, des fois c'est un peu laborieux. Et un moyen simple, en fait, ça va être de sérialiser cette structure de données, de la stocker dans Git, dans un fichier de fixture par exemple, et ensuite de venir comparer si on n'a rien changé par rapport à notre structure de données qui est complexe dans nos tests unitaires. Et là, vous pouvez vous dire, ouais, mais la sérialisation, pourquoi un composant, etc. Au final, dans PHP, il y a déjà des fonctions qui sont natives et qui permettent de sérialiser, de désérialiser des objets. Le premier problème, c'est que ce n'est pas interopérable. Quand vous sérialisez quelque chose en PHP, en fait, il n'y a que PHP qui est capable de le décoder. Si vous envoyez ça à un serveur Java, Ruby, ils ne vont pas être capables de comprendre ce que ça veut dire. Après, il y a des mecs un petit peu fous, ils se sont amusés à recréer en Ruby la désérialisation, la sérialisation PHP, mais bon, je ne vous recommande pas du tout d'utiliser ce genre de livret. Et au-delà de ça, ce n'est pas configurable. Donc, PHP, il va juste prendre votre objet, il va tout sérialiser. Là, il y en a peut-être qui se disent, oui, mais si j'implémente l'interface qui va bien et que la méthode serialize and serialize qui va bien, je peux configurer. C'est vrai, vous allez pouvoir configurer un petit peu comment votre objet va se sérialiser, mais ça va être très compliqué, par exemple, de dire, OK, si l'utilisateur qui est actuellement connecté, je lui affiche, je vais sérialiser tous ces champs-là, versus si l'utilisateur n'est pas connecté, je vais sérialiser seulement ces champs-là. Donc c'est compliqué. Dans la sérialisation, du coup, il existe différents formats. Il y a deux grandes catégories, on va dire. Il y a les formats qui vont être binaires, qui vont être beaucoup plus rapides à traiter pour un ordinateur, et qui vont, la plupart du temps, avoir une taille qui est beaucoup plus compacte. Donc c'est intéressant quand vous voulez vraiment faire de la très haute performance, mais la plupart du temps, en fait, on va se contenter d'un format textuel, qui est déjà, l'avantage, c'est que c'est facilement lisible pour un humain, mais un logiciel, PHP ou n'importe quel programme est capable aussi de le décoder et de l'encoder très facilement. Donc comme exemple, CSV, JSON, YML, XML, etc. Donc, Symfony Serializer, c'est un composant qui va vous permettre du coup de sérialiser, désérialiser des objets PHP. Donc un petit peu d'histoire, comme Fabien commence à spoiler un petit peu. Avant Symfony 2.7, en fait, le composant était un petit peu à la traîne, on va dire, et il y avait un autre composant qui s'appelle toujours d'ailleurs le JMS Serializer. Et ce composant-là, avant Symfony 2.7, avait beaucoup plus de features, on va dire, beaucoup plus de fonctionnalités. Il était mieux intégré avec les librairies, comme par exemple Postgres Bundle. Et globalement, il avait plus d'utilisation. Il y avait plus de gens qui utilisaient par défaut le JMS Serializer. Même dans la documentation de Symfony, au final, on recommandait d'aller regarder ce qui se passait sur le JMS Serializer. Et en fait, vers 2014, le pic, donc ça c'est l'activité en fait du repository, de la partie serializer, et on voit que,
hop, ça marche, je ne sais pas si vous voyez, mais à peu près par là, en fait, il a commencé à y avoir une augmentation de l'activité sur le dépôt. Et en fait, c'est Kevin Douglas qui fera une présentation demain qui est quelque part, je sais pas où, peu importe, et qui a commencé à vraiment beaucoup travailler sur ce composant-là. Premièrement parce que avec le JMS Serializer, il y avait un problème de licence qui faisait qu'il avait une licence qui était par exemple incompatible avec la standard edition. On ne pouvait pas dire ok, on abandonne le composant Serializer de Symfony et à la place on le remplace par le JMS Serializer, entre autres à cause des licences. Donc il a commencé à travailler dessus, à rajouter plein de features, et du coup on le remercie tous parce que maintenant on a un composant qui est vraiment très puissant et performant. Donc à partir de Symfony 2.7, donc ça commence déjà à faire pas mal de temps, il y a énormément de nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées dans le composant. Il y a une meilleure intégration qui est arrivée avec toutes les librairies, donc par exemple Phosphorus Bundle. Et de mon point de vue, ça n'engage que moi, je le trouve plus simple que le JMS Serializer. Donc on va parler maintenant d'un petit peu d'architecture. Donc l'architecture globale, elle ressemble à ça. En haut, vous avez un objet que vous allez vouloir serialiser, par exemple en JSON. Donc la première étape qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre objet et on va le normaliser. Le normaliser, c'est-à-dire qu'on va prendre les informations qui vivent dans notre objet et on va extraire tout ça et on va stocker ça dans un tableau PHP. Pourquoi un tableau? Parce que c'est une structure qui est assez simple et flexible et que du coup, ça nous permet de faire une interface entre l'objet serialisé, enfin l'objet qui n'est pas encore serialisé et sa représentation serialisée. Donc cette première partie s'appelle la normalisation. Une fois qu'on a notre objet en PHP qui est normalisé, on va l'encoder. Donc l'encoder, c'est je prends mon tableau et par exemple, je fais un JSON encode dessus. À l'inverse, quand je vais vouloir désérialiser, donc c'est par exemple vous êtes un serveur et quelqu'un vous envoie de la donnée, un client vous envoie de la donnée. Donc là, vous allez commencer par décoder cette donnée. Donc par exemple, si c'est un payload en JSON, vous allez faire un JSON décode. On va arriver sur l'étape intermédiaire qui est notre structure en tableau. Et enfin, on va dénormaliser notre tableau dans un objet PHP. Et tout ça, c'est la désérialisation. Donc en pratique, les encodeurs, c'est très simple à utiliser. Il y en a 4 maintenant dans Symfony. Vous avez les CSV, JSON, XML et YML. Donc l'utilisation, on a juste à créer un nouvel encodeur et encoder du coup un tableau, vu que c'était la représentation qui était interne du milieu. Et du coup, j'encode mon tableau et je reçois une string, ma représentation. Pour décoder, du coup, je lui donne juste une string en JSON, j'appelle la méthode décode dessus et je reçois un tableau. Donc là, en fait, très rapidement, on vient juste de voir la partie encodeur, donc qui est en bas. C'est vraiment la partie la plus simple et la plupart du temps, vous n'avez pas du tout à y toucher puisque c'est déjà fait dans Symfony. La façon de convertir un tableau en JSON, c'est toujours la même chose. Je parle de JSON, mais ça marche aussi pour le XML, etc. Donc là, on va passer sur la deuxième partie qui est dans le serializer où, au final, c'est là où on va passer le plus de temps, on va dire. C'est la partie normalisation et dénormalisation. Donc les normaliseurs, il y en a beaucoup. Là, en gros, c'est juste que j'ai mis toutes les classes avec les interfaces, les classes abstractes, etc. On va détailler un petit peu les différents normaliseurs qui existent. Donc pour normaliser des objets, par défaut dans Symfony, il y en a 4. Le premier, c'est getSetMethodNormalizer. Donc en fait, ce normaliseur-là, il va prendre toutes les méthodes, tous les getters et les setters de votre objet, et il va les utiliser. Il y en a un deuxième qui s'appelle le propertyNormalizer, qui lui va utiliser la réflexion pour aller directement lire l'information qui est dans les propriétés privées ou publiques de votre objet. Le troisième, c'est le Custom Normalizer. Donc là, en fait, si votre objet implémente une interface, l'interface qui va bien, ça va appeler automatiquement la méthode sur l'objet qui s'appelle Normalize et réciproquement Denormalize. Donc là, vous avez un contrôle très fin de ce que vous pouvez faire. Ça ressemble un petit peu à la fonction Serialize de PHP au final. Et le dernier, je l'ai mis en gras parce que c'est celui qui est configuré par défaut dans Symfony. C'est l'Object Normalizer. Donc lui, au final, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise le composant Property Access. Donc pour ceux qui font des formulaires, c'est le même composant qui est utilisé. Donc lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder toutes les propriétés qu'il y a dans votre classe. Si elle est publique, on l'utilise directement. Si elle n'est pas publique, on va utiliser un getter-setter si ça existe. Donc c'est plutôt celui-là qu'il faut utiliser,
qui est le moins intrusif en termes de réflexion, etc., et qui est le plus naturel. Au-delà de ça, on a aussi, par défaut, d'autres normalizers. Donc, par exemple, on a un datetime normalizer. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une entité, par exemple, qui a un champ published at, et ben, automatiquement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va convertir l'instance datetime en une string, et réciproquement, il va être capable de prendre une string et de recréer un objet datetime. Le deuxième, c'est le data URI normalizer. Donc, ça permet, par exemple, de faire de l'upload de fichiers. En gros, je ne sais pas si en CSS, en HTML, vous êtes capable, dans le DOM directement, par exemple, de rendre une image. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est intéressant, par exemple, pour de la performance. Si on a des petits logos, plutôt que de charger l'image et donc de faire une requête HTTP, on peut directement inliner des ressources dans du CSS ou dans du HTML. Et donc, en fait, ce normalizer fonctionne exactement comme ça. À partir du moment où il reconnaît qu'il y a un SPL file info, file object, dans votre graphe d'objets, il va automatiquement convertir ça en data, .uri, etc., avec le fichier qui est base64 encodé, et réciproquement. Le troisième, c'est le array denormalizer. Ça va être... Donc là, vous voyez que c'est un denormalizer. Ce qu'il va être capable de faire, c'est que, imaginez, vous avez une API où vous voulez être capable d'absorber beaucoup de données en même temps. Pour ceux qui ont fait de l'Elasticsearch, vous savez, par exemple, il y a des méthodes bulk en Elasticsearch où on est capable d'envoyer énormément de documents d'un coup. Ça évite de faire plein de requêtes HTTP pour sinon c'est une requête, un document, une requête. On peut faire une requête, 500 documents d'un coup. Et donc maintenant, il y a un denormalizer qui est capable de comprendre ça. On lui envoie plein de documents et il reconstruit tout. Et le dernier, c'est le JSON Serializable Normalizer. Donc lui, en fait, il est utile pour si, par exemple, historiquement, vous faisiez de la serialisation via l'interface JSON Serializable. Et du coup, ça permet d'avoir un chemin de migration assez progressif. Donc vous commencez par exemple, lui en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire ah d'accord, il y a l'objet implémente telle interface, du coup je vais utiliser la méthode JSON Serializable. Donc l'utilisation, elle ressemble à ça. Donc là j'ai pris l'exemple du datetime normalizer. Donc par défaut, en fait, il a un format, le format ça suit la RFC. Donc là j'ai juste remis le format par défaut. Et ensuite j'ai juste à appeler la méthode normalize dessus, et ça me retourne du coup la string associée à cet objet datetime. Réciproquement, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler la méthode denormalize. Ici, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a deux arguments. Le premier argument, c'est la représentation qui est sérialisée. Et le deuxième argument, c'est l'objet dans lequel je veux mettre cette donnée-là. Ça, c'est très important. Donc j'ai une string. Pour le moment, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Et je vais lui dire, OK, cette string-là, en fait, à la fin, je veux un objet datetime. Et lui, ce qu'il va faire, c'est que du coup, il va me retourner un objet de datetime, comme on peut voir en bas. Donc là, en fait, on a vu toute la partie d'en haut, la partie de normalisation, dénormalisation. Et quand on met tout ça ensemble, en fait, le serializer, ça ressemble à ça. Donc en gros, je vais créer tous les encodeurs, je vais instancier les encodeurs que je veux supporter, donc, par exemple YML, CSV, etc. Et tous les normaliseurs que je vais utiliser. Et ensuite, j'ai juste à créer mon serializer. Et voilà, je suis prêt à l'utiliser. Donc pour l'utiliser, par exemple, j'ai une classe post avec une propriété public title. J'ai juste à appeler la méthode serialize dessus. Le premier argument, c'est l'objet que je veux serialiser. Le deuxième argument, c'est le format dans lequel je veux serialiser. Inversement, quand je veux désérialiser quelque chose, le premier argument que je lui donne, c'est la représentation de la sérialisation. Le deuxième argument, c'est dans quel objet je veux mettre ces données-là. Et le troisième argument, c'est le format initial que l'utilisateur m'a envoyé. Donc là, par exemple, je lui dis que c'est en JSON, et du coup, il va me recréer automatiquement mon objet post. Donc voilà, là, en gros, on a vu toute l'architecture globale du composant serializer. Donc, Symfony Demo. En fait, pour illustrer un petit peu tout ce que je raconte, je me suis dit que j'allais utiliser Symfony Demo. Dans la salle, ici, ça parle levez la main si ça vous parle, Symfony Demo. OK, juste pour faire un tout petit peu de pub pour Symfony Demo,
Vous avez le repository GitHub qui est ici. En fait, c'est un projet qui essaye d'illustrer un petit peu toutes les possibilités qu'on peut faire avec Symfony. C'est très utile si vous ne connaissez pas encore Symfony ou vous voulez montrer ce qu'on peut faire avec Symfony à une personne. Du coup, il y a de l'utilisation des formulaires, de la sécurité, etc. Donc c'est très intéressant d'aller lire le code, on apprend toujours des choses. Donc basiquement, je me suis dit, ok, Symfony Demo, c'est bien, il y a déjà du code. En l'occurrence, c'est un genre de blog post, enfin un moteur de blog. Et donc je me suis dit, ok, on va ajouter une API pour pouvoir contrôler les blog posts. La première chose à faire, c'est que comme disait Fabien, pour le coup, là, le serializer, il n'est pas activé par défaut dans Symfony. Donc la première chose à faire, c'est d'activer le serializer. Donc dans la config, on a juste à l'activer. Là, je prends un tout petit raccourci aussi, c'est que j'active tout de suite les annotations parce qu'on va en avoir besoin par la suite. Et donc, voilà, on a activé le serializer, on essaye de serialiser. Donc ce qu'on commence par faire, c'est créer un contrôleur. Petit tips, ici, tout en haut, vous voyez, au-dessus de mon contrôleur, j'ai mis une route. Ça veut dire que toutes les routes de ce contrôleur-là vont être préfixées par, en l'occurrence, API v1 post. Et de la même manière, j'ai mis @method, c'est-à-dire que toutes les méthodes par défaut dans ce contrôleur-là seront seulement accessibles via en get. Après, si on redéfinit la méthode sur une autre action, ça l'écrase. Et donc, ce que je fais, c'est que je réutilise ce qu'il y avait déjà dans Symfony Demo qui me permet de récupérer tous mes posts. Et le seul truc que je fais, c'est que je récupère le service serializer, qui est configuré, vu que je l'ai activé, qui est configuré par défaut, et je serialise ça en JSON. Et juste, ça marche. Juste, ça a pris en gros mon entité blog post, et ça l'a serialisé en JSON, en prenant tout ce qui était possible de prendre. Mais justement, ça a pris peut-être un petit peu trop de choses. Si vous regardez, par exemple, là, j'ai l'auteur qui a été embarqué, j'ai même le mot de passe. Bon, en l'occurrence, là, le mot de passe, il est haché, donc c'est pas forcément un problème, mais c'est quand même pas terrible d'exposer des mots de passe hachés via l'API. En plus, si on regarde, par exemple, published at, il est en camel case. En général, dans les formats d'échange, on préfère utiliser du snack case. Donc, il va falloir un petit peu customiser notre serializer. Donc là, en gros, on a trop d'informations, on va vouloir réduire ce qui est exposé. Donc la première partie, c'est les groupes. Les groupes, c'est quelque chose qui va me permettre de définir ce qui est exposé, enfin ce qui est serialisé via mon API, et réciproquement ce qui est déserialisé, quand je reçois de la donnée. Donc c'est très pratique pour contrôler ce que j'expose, ce que j'accepte de recevoir en écriture. Par exemple, pour gérer aussi des différences entre la personne, enfin c'est un utilisateur admin, c'est un utilisateur connecté, c'est un utilisateur public, et ça peut être aussi utilisé par exemple pour versionner votre API. Dans la pratique, comment ça fonctionne? C'est la ligne groups, j'ai juste à rajouter la notation, et là ça prend un tableau, et je lui donne en gros des noms totalement arbitraires. Donc par exemple post underscore read, post list underscore read, etc. Sur l'ID par exemple, j'ai pas mis je ne l'ai pas ouvert en écriture, alors que je l'ai ouvert en écriture sur le title. Parce que l'ID en général on ne le change pas depuis une API. Une fois que j'ai fait ça, quelques petits tips sur le nommage des groupes. C'est d'utiliser énormément de groupes. Il ne faut pas avoir peur, c'est un peu verbeux, mais en fait, ça devient au final très flexible et très maintenable. Donc par exemple, quand vous allez récupérer tous les posts, utilisez le groupe post list read. Comme ça, vous êtes capable de très rapidement faire des distinctions entre, ok, je suis là dans une vue où je vais recevoir une collection avec tous les posts, donc je vais peut-être afficher un peu moins de choses, versus je récupère un post précisément, donc get post 12, et du coup, là, je vais juste récupérer un post. Donc, du coup, j'utilise un autre groupe dédié à ça. De la même façon, si j'écris, je vais utiliser un nouveau groupe. Et si jamais, par exemple, j'ai une route qui m'affiche encore plus de détails sur un post, je vais utiliser un quatrième groupe. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser beaucoup de groupes. Vous allez peut-être vous dire au début, ouais, j'en ai beaucoup, ça va être compliqué, etc. Au final, c'est vraiment très simple de s'y retrouver. Et ça permet d'avoir une granularité et une maintenabilité qui est vraiment très agréable. Donc une fois que j'ai mis mes groupes, comment je dis au serializer de les utiliser? Mais en fait, au moment de serialiser, j'ai déjà parlé des deux premiers arguments, on a un troisième argument qui est le contexte. Le contexte, en fait, c'est un tableau PHP, vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez dedans, on reviendra un petit peu par la suite, vous pouvez mettre vraiment toutes les informations que vous voulez, et il y en a une qui s'appelle Groups, et du coup, quand je lui donne la clé Groups avec un tableau, donc par contre ça doit être un tableau derrière de Groups,
et ben lui, le serializer, va seulement sélectionner les propriétés qui ont été choisies. Pendant qu'on est sur la configuration aussi, on peut parler de la notation MacDep. Ça sert à quoi? En fait, imaginez par exemple que vous ayez un arbre, un menu qui est dans un menu, qui est dans un menu, ou quelque chose qui ressemble à ça. Et des fois, vous allez vouloir limiter la profondeur de l'arbre. Au lieu de serialiser une grappe comme ça d'objets qui va être potentiellement interminable, ben on lui dit, bah voilà, il y a une profondeur maximum de 2. Donc là, j'ai une classe node avec un attribut shield, et je vais lui dire, t'en serialise seulement à un niveau. Donc si jamais je crée par exemple 4 nodes, que je les mets les uns dans les autres, bah, par défaut, il va tout me serialiser, sauf si dans le contexte, je lui passe l'option Enable MacDep, et du coup, automatiquement, il va arrêter la serialisation à la profondeur de 1. Le deuxième point qu'on avait noté, c'était le camel case versus le snake case. Et donc, en fait, dans le serializer, il y a quelque chose qui s'appelle le name converter, c'est de la configuration. Et en fait, par défaut, le serializer, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre toutes les propriétés et il va utiliser le même nom de la propriété dans la serialisation. Et du coup, ce qu'on voudrait, idéalement, c'est de tout convertir automatiquement en snake case. Ou aussi, avec le name converter, ce qu'on peut faire, c'est avoir des stratégies complètement custom. Donc, dans Symfony, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a un par défaut qui existe déjà. Et donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est dans la configuration, on avait déjà activé le serializer, on avait activé les annotations, et là, on a une nouvelle clé à rajouter, c'est le name converter avec le nom d'un service. Et le service existe déjà. Donc, juste ça à faire. Et donc, maintenant, si on réessaye, on voit qu'on a juste les informations qui vont bien, et en snake case. Donc maintenant, on a un objet qui est serialisé, mais on aimerait ajouter plus d'informations à notre objet, de l'information qui vient de l'extérieur. Par exemple, on aimerait bien avoir une API un peu plus hypermédia, c'est-à-dire, par exemple, embarquer directement l'URL dans la collection. Donc je demande tous les posts et j'aimerais bien directement qu'on me donne l'URL de comment je fais pour afficher un post. Ou aussi, on aimerait bien rajouter des données qui vont être calculées à la volée. Par exemple, quand j'affiche un blog post, j'aimerais directement savoir combien il y a de commentaires dessus. Donc ça va être des données qui vont être calculées. Et donc, pour faire tout ça, en fait, on va revenir sur les normalizers dont on a parlé au début. Donc le normalizer, juste pour rappeler, c'était quelque chose qui était censé prendre de la donnée métier qui est à vous, un objet, par exemple, mon post, et le convertir dans un tableau. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, par exemple, un post normalizer. Un post normalizer, ça va être quelque chose qui va être capable de convertir mes blog posts en un tableau. Donc là, comme je disais, je veux pouvoir rajouter l'URL automatiquement. Donc déjà, je sais que je vais avoir besoin du routeur, j'injecte le routeur. Et comme je suis un peu feignant et que je n'ai pas envie de tout recréer à la main, d'aller rechercher toutes les propriétés, toutes les extraire, ce que je fais, c'est que j'injecte aussi l'object normalizer. Donc en fait, je vais décorer l'object normalizer qui est par défaut dans Symfony. On implémente l'interface normalizer interface et elle nous force à implémenter la méthode support normalization. Et donc là, en fait, ce que j'ai juste à dire, c'est OK, moi, ce que je supporte, c'est les objets qui sont une instance de post. Une fois que j'ai fait ça, j'ai juste à implémenter la deuxième méthode qui s'appelle normalize. Et ce que je vais commencer par faire, c'est laisser la main au normalizer par défaut de Symfony. Donc je vais le rappeler, lui il va déjà me retourner un tableau. Et une fois que j'ai mon tableau, je vais pouvoir rajouter de l'information en plus. Donc là, par exemple, je vais générer une URL et je vais attacher ça dans le tableau que je vais retourner. Vous voyez, là, j'ai le contexte qui m'est donné. Du coup, je peux utiliser le contexte. Je peux regarder, OK, est-ce que dans ce contexte-là, par exemple, est-ce que je suis dans une représentation où je vais être dans une liste, ou est-ce que je suis dans une représentation où j'affiche seulement un seul item? Et en fonction du contexte, si je veux, je peux rajouter de l'information en plus. Donc, par exemple, le nombre de commentaires. Voilà. Une fois que j'ai fait tout ça, c'est comme très souvent dans Symfony, il faut que je crée le service qui va bien. Donc là, je crée le service. Ah, pardon, excusez-moi. Je crée le service.
je lui donne les arguments, qui ne sont pas dans le bon ordre, le routeur, l'object normalizer par défaut de Symfony, et je le tag. Donc en fait, la partie tag ici, c'est vraiment la partie importante. C'est ce qui fait que le serializer, il va aller chercher mon post normalizer. Et maintenant, si je réessaye, je vois que j'ai deux nouvelles propriétés qui sont apparues. C'est le nombre de commentaires et une URL vers mon blog post. Ah, je suis en retard. OK. Les références circulaires. Donc les références circulaires, imaginez par exemple que c'est le cas de en fait, c'était le cas de la démo, c'est que vous avez par exemple un post qui a des commentaires et les commentaires ont aussi la propriété du post. Du coup, c'est-à-dire que quand vous allez essayer de serialiser ça, vous allez avoir une boucle infinie, une référence circulaire en fait. Donc par défaut, le serializer en fait, de Symfony, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lever une exception en disant bah non, il y a un problème, il y a une référence circulaire, il faut faire quelque chose. Et donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est implémenter un gestionnaire de références circulaires. Là, par exemple, j'en ai fait un qui est un peu bête et méchant. C'est juste de dire, bah, si je rencontre un objet de type post, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais générer son URL. Donc en fait, la première fois qu'il va avoir un objet de type post, il va vraiment serialiser l'objet, normalement. Et la deuxième fois qu'il va le rencontrer, il va mettre l'URL à la place. Juste un petit détail, le gestionnaire de références circulaires, en fait, ça doit être une callable. Callable, du coup, c'est une fonction PHP, enfin quelque chose qui est appelable directement. Et du coup, si on veut mettre ça dans une classe PHP classique, bah, on utilise la méthode magique invoke. La méthode magique invoke, ça fait juste que quand on va appeler l'objet, sans méthode derrière, ça va exécuter cette méthode-là. Une fois que j'ai fait ça, je crée mon service, comme d'habitude. Et là, je vais devoir mettre dans la configuration l'ID du service. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau en Symfony 3.3. Je vais passer rapidement. Avant Symfony 3.3, il fallait utiliser une compiler pass. Je l'ai juste mis dans les slides pour référence. OK. Maintenant, on a vu comment on serialisait quelque chose pour l'exposer à l'extérieur. Maintenant, on va voir comment on reçoit de la donnée d'un utilisateur. Donc, je crée une nouvelle action. Au passage, je pense à la sécuriser. Et maintenant, je vais la désérialiser. Quand je vais la désérialiser, du coup, le premier argument, c'est la data qui vient de la requête du client HTTP. Le deuxième argument, c'est dans quoi je veux mettre cette donnée-là. Je lui donne le format, JSON, et là, dans le contexte, je spécifie bien le groupe. Comme ça, je restreins, en gros, ce qui est accessible. Dans son ensemble, ça pourrait ressembler à ça, un contrôleur complet. Ce que j'ai rajouté, en fait, c'est la validation. Parce que, OK, j'ai reçu de la donnée qui venait de l'extérieur, mais il faut toujours penser à valider cette donnée-là. Donc, bah, classiquement, j'utilise le composant validateur de Symfony. Je lance la validation sur mon poste. Si jamais il y a des erreurs, eh ben, je reste cohérent et du coup, bah, je continue de serialiser les violations. Et du coup, je retourne du coup, s'il y a des erreurs, je retourne cette serialisation d'erreurs. Si jamais il n'y a pas de problème, bah, vous connaissez, on prend doctrine, on persiste, on flush, etc. Par défaut, en fait, ce qui se passe, c'est que les contraintes, quand vous allez les serialiser, ça va marcher, mais il y aura beaucoup trop d'informations. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de créer quelque chose qui va me serialiser, en gros, cette classe-là, enfin les objets de cette classe-là, en mettant juste les informations dont j'ai besoin. Donc là, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on prend toutes les violations, on met le property pass. Donc le property pass, ça va être par exemple title, comment, etc. Et je mets le message associé. Et du coup, quand je teste, bah, par exemple, ici, ce qui se passe, c'est que j'ai omis en fait tous les champs. Et du coup, par exemple, ça me dit bah, que le title il est obligatoire, que le summary il est obligatoire aussi, etc., etc. Et si jamais j'envoie maintenant de la donnée et qu'il n'y a pas de problème, bah, du coup, ça me parce que c'est ce que j'avais fait dans mon contrôleur, ça va me reserialiser automatiquement mon entité. Donc ce qui est pratique, comme ça, je peux récupérer l'ID, l'URL pour aller l'interroger, etc. Pour info, cette classe-là, ce qui permet de normaliser en fait les violations qui viennent du composant validator. Il y a une pull request qui est ouverte et qui va sûrement être bientôt mergée.
Donc vous aurez même pu à la faire vous-même dans Symfony 3.3. Donc maintenant, on a déjà vu comment, en gros, on désérialisait un objet et on en crée un nouveau. Mais de temps en temps, en gros, on va vouloir mettre à jour un objet qui existe déjà. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je suis sur une route en fait, de mise à jour. Donc j'utilise le verbe put. Et ici, vous voyez que je reçois directement mon post en entrée. Et du coup, la seule chose que je vais avoir à faire par rapport à tout à l'heure, c'est, dans le contexte, utiliser l'option Object to Populate, et je lui donne le post. Et en fait, ce que va faire le serializer, c'est qu'il va juste prendre les données qu'il y a dans la requête HTTP, et il va le mettre, dans notre objet post. Et c'est tout. Il y a juste ça à faire et ça fonctionne. Bien sûr, il faut continuer de faire de la validation, etc. après. On va aller un petit peu plus loin. On va voir comment on peut déserialiser avec des relations. Donc dans le cas de la démo, en fait, on avait par exemple des tags, donc un post. Disons que là, par exemple, je veux créer mon post et automatiquement lui attacher des nouveaux tags, ou des tags existants, peu importe. Ben, en fait, le composant serializer, ce qu'il va faire, c'est qu'il va comprendre automatiquement ce que c'est qu'un tag à partir de plusieurs informations. Soit il y a un var, dans la PHP-doc, il y a un var, quelque chose. Donc là, par exemple, tag, une collection de tags. Soit il y a, via les informations qui peuvent provenir de doctrine, soit via les return types, les setters, les getters, etc. Donc à partir de toutes ces informations-là, il va savoir en gros ce que c'est, comment reconstruire. Par contre, pour que ça fonctionne, dans le framework, il va falloir activer un nouveau composant qui s'appelle le property info. Il est déjà activé, il est déjà installé, il faut juste l'activer. Et une fois qu'on a fait ça, ben en fait, il y a quand même un problème. Il y a un problème, pourquoi? Parce que Symfony, le serializer, ce qu'il va faire, c'est qu'il va recevoir de l'information, il va avoir un nouveau tag. Mais en fait, du point de vue de doctrine, ce tag-là, ce n'est pas forcément une référence à un tag qui existait déjà dans la base de données. Là, en gros, ce que j'essaie de faire, c'est juste créer un document avec un nouveau tag qui s'appelait new, je crois. Et j'ai essayé de recréer un deuxième document avec le même tag qui s'appelle new. Donc le premier coup, ça a très bien marché parce que c'était un nouvel objet dans doctrine et dans la base de données. Le deuxième coup, en fait, ça n'a pas marché parce que le tag new existait déjà. Donc là, j'ai pas mis le code, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est un denormalizer qui va juste s'occuper de si le tag il existe déjà dans la DB. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est juste un select pour ramener le tag. Du coup, j'utilise ce tag-là. Et du coup, voilà, Doctrine, du coup, il connaît déjà. Si jamais ça n'existe pas, je crée un nouveau tag. La dernière partie, c'est comment je vais déserialiser un tableau. Ce que je disais tout au début, par exemple, je veux faire des imports massifs. Du coup, la seule différence ici, c'est le tableau. Donc je vais dire qu'en fait, je vais recevoir une collection de posts, mais là, je lui dis que c'est un tableau, et c'est tout. Et là, je vais pouvoir envoyer des tableaux de posts. Donc en JSON, par exemple, donc je wrap tout dans une collection, et c'est fini, ça fonctionne. Donc pour résumer tout ça, on a vu que quasiment tout ce que vous avez à faire pour customiser, toute la partie que vous avez à bien connaître, on va dire, c'est la partie normalizer, denormalizer, parce que c'est dans cette partie-là que vous allez devoir ou pouvoir faire des choses et tweaker vos informations. Et au final, utiliser les groupes, créer des normaliseurs custom pour vos entités, pas forcément un par entité, mais créez-en pour pouvoir contrôler ce que vous faites. Je rappelle juste que le tag, c'est serializer.normalizer. Et devez créer un gestionnaire de référence circulaire. Après, si vous faites des API, je vous conseille d'utiliser API Platform. Il y aura un talk demain là-dessus. Parce que dans API Platform, au final, ça utilise le composant serializer et ça rajoute énormément d'informations. Tout ce qu'on a vu là, en fait, ça reste valide et c'est toujours très utile. Mais en plus, il y a déjà plein de choses qui sont faites. Voilà, merci. Je pense qu'on a le temps pour des questions. S'il y a des questions.
Bonjour. Est-ce qu'on peut utiliser autre chose que les annotations pour configurer le serializer? Oui, je ne l'ai pas mis dans les slides parce que moi je suis un grand fan des annotations et du coup tout est au même endroit. Mais c'est comme d'habitude avec Symfony, tu peux le faire en YML, en XML. Tu le mets au même endroit que toutes les autres configs, dans ressources, config, etc. Ok, merci. Bonjour. En fait, moi, j'aurais voulu savoir s'il était possible de mettre des annotations sur des getters pour les attributs calculés comme tout à l'heure. Le nombre de commentaires, on avait vu qu'il avait fallu passer par un objet tiers plutôt que de le faire par un attribut calculé. Oui, tu peux aussi, ouais. On peut aussi? Ok. Merci. On peut tout faire en fait. Bonjour. Est-ce que ça serait possible de mettre un gestionnaire de références circulaires par défaut, en fait, dans le truc? Parce qu'à mon avis, c'est un cas que tout le monde va rencontrer quand il fait de la sérialisation. Et on va forcément devoir le créer. Bah, la question c'est, il ferait quoi ce gestionnaire? Parce que là, par exemple, moi j'ai utilisé quelque chose pour générer une route. Ouais. Et il faut le nom de la route. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Enfin, il faudrait que Symfony prenne une décision. Ok, ouais. C'est peut-être juste omettre la propriété, mais du coup, ça veut dire que dans ton graphe, tu vas perdre de l'information. Enfin, Ouais. c'est compliqué comme décision, en fait. J'ai juste une deuxième question sur une de vos toutes premières slides, sur une classe concrète, le JSON encodeur, je crois. Vous passez un deuxième paramètre qui est JSON. Pourquoi? Ok. En fait, ce qui se passe, c'est que le serializer, la classe serializer, en fait, elle se rappelle elle-même. Enfin, je résume un peu fortement en disant ça. Et c'est pour pas perdre en fait le format initial en fait, parce qu'à des moments on va avoir une nouvelle grappe d'objets, donc on va rappeler le serializer qui va rappeler les normaliseurs, etc. Et du coup c'est pour pas perdre cette information-là, elle est passée comme ça à tout le monde. Ok, merci. Bonjour. J'avais une question par rapport à... pour changer le nom des propriétés dans l'objet serializer, vous utilisez dans les paramètres un paramètre Symfony qui permet de le mettre en snake case. Mais est-ce qu'il y a d'autres paramètres Symfony pour pouvoir utiliser une annotation sur la propriété de l'entité? Il n'y a rien de natif dans Symfony. Après, ce serait à vous d'implémenter quelque chose pour dire ok, cette propriété-là, localement, je la renomme. Après, on peut rebondir aussi sur cette question en disant que c'est pas du tout obligatoire en fait de serialiser comment on dit, les objets doctrine. C'est tout à fait possible, par exemple, d'avoir un objet intermédiaire qui est juste la serialisation qu'on veut, qui permet juste d'exposer certaines parties. Et du coup, là, on peut renommer directement entre les deux. Mais sinon, dans Symfony, il n'y a rien de natif pour faire ça. Il y avait une autre par là. Si je ne connais pas mon type pour une désérialisation, si je ne le connais pas en avance. Par exemple, je vais avoir une classe de base, enfin une interface plutôt, je sais que j'attends une interface, mais je ne connais pas la classe concrète. Est-ce que c'est possible d'utiliser, par exemple dans JMS actuellement, j'utilise des handlers personnalisés. Attends, je t'entends pas très bien. J'utilise des handlers personnalisés pour déterminer d'abord en fait le type profond, quoi, l'interface de base, hein, et puis après via un mécanisme interne, je sais quel est le type que je vais du coup désérialiser pour pouvoir le créer à la volée. Je vais juste essayer de reformuler la question pour être sûr d'avoir bien compris. En fait, je ne connais pas mon type, le type que je dois désérialiser, je ne le connais pas à la base. Tu as un point d'API où tu acceptes des choses, mais tu ne sais pas ce que c'est en gros. Je sais que je vais avoir, par exemple, une interface commune à quelques entités, mais en fonction des champs de cette, du JSON, par exemple, ça ne va pas être la même classe à instancier. Bon, dans la méthode support denormalization ou normalization, là, tu as accès à l'objet. Donc, en fait, tu peux prendre la main ou ne pas prendre la main. Et du coup, tu peux jouer avec ça, en fait. C'est clair? Ouais, si, oui.
Ok, c'est fini. Merci.